Pula, ville frontalière avec l'Italie et capitale de l'Istrie, nous accueille. Ce voyage démarre en douceur par un aperçu de sa place principale. Après le repas, nous rejoindrons notre hôtel en pleine campagne. Nous reviendrons à Pula demain pour une visite plus approfondie. Nous voilà donc sur le départ pour une visite plus complète de Pula. Bienvenue en Istrie, bienvenue à Pula, bienvenue en Croatie. Alors vous commencez par la plus jolie ville. Et la plus jolie, la région la plus jolie, la plus belle, l'Istrie. Alors nous allons aujourd'hui, on va passer maintenant, ce matin on va visiter Pula et l'après-midi je viens vous retrouver à Poreč. Au sous-sol, une salle d'expo relative à la culture de la vigne et à la fabrication du vin à l'époque romaine. Nous ressortons pour longer les remparts de l'ancienne ville en passant devant diverses portes, pour arriver à l'Arc de Triomphe des Cergy, qui a été construite en hommage à 3 membres importants de cette famille. L'Istrie, dont Pula est la ville principale, doit son nom au peuple qui s'est installé dans la région quelques 1000 ans avant notre ère. Les Romains ont conquis Pula en 177 avant Jésus-Christ. Plus près de nous, au cours de la Deuxième Guerre mondiale, Pula fut sous le joug des fascistes italiens et ensuite des nazis. Un monument est érigé à la mémoire des combattants tués au cours de cette période. On y retrouve aussi la statue de Tito. Ce dernier avait sa résidence d'été sur les îles au large de Pula. Après une pause déjeuner bien méritée, nous voilà à Rovinj. Construite sur un éperon rocheux qui fut relié au continent au XVIe siècle, Rovinj manque de place, d'où des maisons étroites qui se poussent du coude. La cathédrale Sainte-Euphémie du 8e siècle, remaniée en 1736 dans le style baroque, se trouve au sommet de la ville. Son campanile, le plus haut d'Istrie, culmine à 63 mètres. L'intérieur est riche, autel en marbre, des tableaux de Contarini. L'édifice illustre l'âge d'or de la ville. Le 18e siècle prospère avec la pierre de construction, Rovinj en étant la capitale. Nous nous baladons au travers de ruelles très pittoresques, un vrai régal pour les yeux. Sur la presqu'île, il n'y avait que 2 colonies. Dans le sud, celle de Pula et ici, la colonie de Poreč. D'accord ? La vieille ville de Poreč se trouve sur une presqu'île. Ayant appartenu pendant plus de 500 ans à la République de Venise, elle a été à tout niveau influencée par celle-ci. Aujourd'hui, Poreč est surtout célèbre pour sa basilique euphrasienne. Nous n'en verrons que l'entrée. Nous nous promènerons au travers de ruelles avec de superbes façades de style baroque et gothico-renaissance. Aujourd'hui, première rando sur de l'île de Kirk. Avec l'accent local, c'est nettement mieux dit. Reliée au continent par un superbe pont tout en béton, cette île, plutôt presqu'île, de 405 km² est la deuxième île de l'Adriatique en superficie. C'est donc parti pour une belle randonnée, très minérale et assez difficile pour une mise en jambe. Le vent, soufflant le plus souvent dans la même direction, et le soleil assèchent la végétation. Un exemple avec cet arbre. Nous voici au sommet, certes qu'à 541 mètres, mais quand on part pratiquement du niveau de la mer, ça fait une belle petite grimpette. Nous enjambons beaucoup de petits murets, comme s'il y avait des enclos pour les moutons, mais nous n'avons pas vu d'animaux de quelque nature qu'ils soient.
C'est avec beaucoup de retard que nous arrivons au restaurant, mais c'est avec beaucoup de plaisir que nous nous substantons, nous en avons bien besoin. Krk est une ancienne ville. Elle a à peu près 3000 ans maintenant. Déambulation dans cette ville qui doit beaucoup de son architecture courante aux Vénitiens qui l'ont reconstruite au XIIe siècle. Sa cathédrale fut construite en 1188 sur un site romain. Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons auprès d'une marchande de miel et là, nous découvrons un mur de maisons criblé de balles, qui nous rappelle que ce pays était en guerre il n'y a pas si longtemps que ça, entre 1990 et 1995. Le parc national des lacs de Plivice est un site particulièrement intéressant. Ce grand parc national, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, englobe une succession de 16 lacs dont la figuration est tout à fait particulière. En effet, chaque lac se déverse dans le lac suivant par une ou plusieurs cascades, ce qui représente un total de 92 cascades sur un dénivelé de 133 mètres. Comme ce parc peut être découvert à pied, c'est donc une randonnée de plus de 4 heures qui va nous permettre d'admirer toutes ces cascades, ces lacs, ces pontons qui permettent le passage au-dessus de l'eau, cette eau qui est si incroyablement limpide pour laisser voir la faune marine. Une bien belle journée. La cathédrale Sainte-Anastasie, c'est la plus grande cathédrale de Dalmatie. Elle a été érigée au XIIe siècle dans le style roman. Donc on peut lire de l'extérieur qu'il s'agit d'une basilique à 3 nefs, que le nef central est 3 fois plus large que le nef latéral, qu'il est aussi plus haut que le nef latéral, et la lumière entre dans l'église de côté, et c'est même un petit peu sombre à l'intérieur de la cathédrale. Balade dans le vieux Zadar pour nous rendre à l'église Saint-Donat du IXe siècle. Elle est de forme circulaire, ce qui est inhabituel pour une église. L'intérieur est sobre et totalement dépouillé. Une chorale y répète et on va avoir la chance d'apprécier l'acoustique exceptionnelle de cet édifice.
Nous continuons notre déambulation dans les rues de Zadar pour atteindre le front de mer au soleil couchant. Là, nous découvrons les orgues marines réalisées par Nicolas Bazic. Pour chaque tuyau, il y a 35 sifflets et tout cela est accordé avec le flux et le reflux de l'eau. L'autre il lâche le frein en bas et lui il descend comme il a envie. Après quelques commentaires de Patrick sur les mordus d'escalade, nous allons attaquer notre escalade à nous par la découverte du parc national de Paklenica. Il se situe dans la montagne du Velebit. Fondé en 1949, il a une superficie de 96 km². Il est essentiellement composé de rochers, de canyons, mais aussi et surtout couvert de forêts. On y compte pas moins de 1000 espèces végétales, 230 espèces d'oiseaux et environ 50 espèces de mammifères. Ouais, mais t'as vu, il y a un V sur le C et un trait sur le C. Ah, mais alors le trait sur le C, c'est quoi cette C? Oui. Là, c'est la descente. Donc là, c'était la montée La dure. montée, on le voit bien là, ouais. Fait. Ouais. Les autres sont passés par la gauche. Ils sont, voilà. Vous l'avez compris, il y a eu deux groupes qui se sont formés. On essaie de parfaire notre croate et de repérer par où nous sommes passés. Après la pause pique-nique, une longue descente s'amorce pour rejoindre l'autre groupe. C'est parti, on vous filme, hein. Ça y est, tout le monde est là, les étirements faits, on peut finir la journée en toute décontraction. Aujourd'hui, passage par le village de Skradin, village paisible de pêcheurs, pour aller sur la vallée de Krka. Skradin est sur le bord du fjord au fond duquel coule la Krka. Nous prenons donc le bateau qui va, sur 20 km, s'enfoncer dans ce fjord pour rejoindre le parc national de Krka. Fondé en 1985, ce parc s'étend sur 111 km². Il protège les rives de la Krka, trouvant son cours de 50 km à travers des collines karstiques. Beaucoup de gorges, de lacs et de superbes cascades s'offrent à nos yeux. Des paysannes du coin essaient de vendre sur notre passage quelques friandises. Nous nous avançons ainsi vers la reconstitution d'un village, le Bourna du coin, sur la vie d'antan, avec les vieux métiers affilés notamment. Certains préféreront les belles Croates revêtues des habits traditionnels.
nous reprenons notre déambulation dans les profondeurs de ce parc, sur des caillebotis en hauteur, évitant ainsi aux chaussures de faire trempette. Cohabitation discrète avec les habitants à demeure de cet immense domaine. Grenouilles et autres amphibies, poissons, anguilles et autres amoureux de l'eau, oiseaux, faucons, canards, cormorans et la famille des hérons en tête. La végétation n'est pas en reste, luxuriante à souhait. Retour sur Skradin par un chemin dominant le fjord. Le bus nous attend pour nous rendre à Šibenik. Šibenik est riche en églises, palais et édifices publics à admirer au détour d'un entrelac de ruelles étroites et pentues. Malgré que la ville compte 100 000 habitants, elle ressemble plus à un gros village bien paisible où il fait bon vivre. Son joyau est la cathédrale Saint-Jacques, qui est un des rares monuments à ne pas avoir été modifié au cours de l'histoire. Chaque rénovation a été faite avec les pierres de la même carrière que les originales. Sa construction a été démarrée en 1433 par des architectes italiens et terminée en 1477 par Nicolas le Florentin. Cette cathédrale est classée dans le patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans la boîte. Si je sais le lire. Nous sommes ici sur la terre ferme, c'est la ville de Trogir. Sur l'îlot, c'est toujours la ville de Trogir, mais son noyau historique est la zone qui est classée UNESCO depuis 1997. Trogir est en plein centre de la Dalmatie. Il s'agit d'un des bijoux de la côte, une sorte de petite Venise. C'est parce qu'elle est l'une des plus belles villes portuaires de la côte adriatique que l'UNESCO l'a inscrite au patrimoine culturel mondial. Trogir continue à vivre et reste une ville active avec 12 000 habitants. Une large porte en bois marque la porte sud. À l'est de celle-ci se trouve, adossée au mur de la vieille ville, une petite loggia dans laquelle les visiteurs qui arrivaient après la fermeture des portes de la ville se reposaient. Elle a été aujourd'hui transformée en marché aux poissons. Déambulation dans la vieille ville pour arriver sur la place centrale. Cette dernière est bordée d'édifices de différentes époques, avec la cathédrale Saint-Laurent, qui date du XIIIe siècle, et le palais du recteur, actuellement l'hôtel de ville. Ensemble, u klapa tragos. Da se noći pada snijega, moj se vapaj gubi niz prazna mi kuća ostaje.
tebe više nema. Majko, otvori vrata čedu svom. Majko, ja vraćam se Les remparts ont été en grande partie conservés. La forteresse de Camerlengo est construite après 1420 par les Vénitiens afin de protéger la ville des attaques turques. Après Trogir, notre chauffeur est prêt pour nous conduire à Split, où nous arrivons pour le déjeuner. Capitale administrative et économique de la Dalmatie, Split est aussi aujourd'hui la ville la plus peuplée de la côte adriatique. Elle s'est largement étendue autour de son noyau, le palais de Dioclétien. Nous commençons par les soubassements de ce palais, construit au IIIe siècle sur 38 000 m², soit 215 mètres de long et 180 mètres de large. Les soubassements n'ont pas changé depuis la création de ce palais. Le toit est criblé de trous par où les habitants du palais jetaient leurs ordures. Je vous laisse imaginer le travail qu'il a fallu faire pour enlever les tonnes de terre afin d'exposer les entrailles de ce palais. C'était la zone privée, donc la résidence de l'empereur et de sa famille. Une soixantaine de pièces, des chambres, et à côté des arcades était une promenade. Le péristyle, il s'agit d'une cour rectangulaire qui servait de passage pour accéder aux appartements impériaux. Elle est encadrée de chaque côté par des arcades. Il s'agit de la place principale où se réunissait le peuple. La cathédrale Saint-Dominus est aussi dans l'enceinte même du palais. Après avoir déambulé dans le vieux Split, nous faisons le tour pour réentrer par la porte d'or du palais. Et nous passons devant la statue de l'évêque Grégoire, due au célèbre sculpteur croate Ivan Mestrović. Le grand orteil de Grégoire est beaucoup plus lumineux que le reste de la statue. Dû à une croyance qui lui est attribuée, on pense qu'il réalise les souhaits et apporte le bonheur à ceux qui le touchent. Nous voici sur notre lieu d'hébergement en bord de mer. Très belle promenade sur le cheminement piéton, avec fleurs, vieux village reconstitué qui fait office de restaurant et un bateau pirate en vue. Aujourd'hui sur la route côtière entre Dubrovnik et Split, la région de Makarska. C'est la Riviera croate qui s'étend sur près de 60 km. Cette Riviera s'est vouée au tourisme suite au terrible tremblement de terre de 1962 où il a fallu reconstruire la majorité des infrastructures. Adio. Sretan put. Hvala i vama. Sretan ruta. Također.
Cette femme, habitante du coin, nous dit avoir connu la France, mais nous n'en saurons pas plus. C'est donc dans la montagne que nous allons découvrir cette région par une rando tout en montée et tout en descente avant d'atteindre le Graal de Marcasca, la plage pour une baignade bien méritée. Pour la clim, il manquait d'eau. C'est pas un moteur de 2 jours. Hein. Après ces considérations techniques, le bus est prêt pour une escapade en Bosnie et précisément à Mostar. Arrêt dans un petit village herzégovien où, dès notre descente, nous sommes assaillis par des femmes qui essaient de nous vendre leurs fruits. Une petite escapade nous est permise jusqu'au haut du village, par une ruelle pavée à l'ancienne. Le vieux château sera tout en haut de la montée. Nous avons aussi la mosquée Simam Ibrahim Pacha de 1562 et la tour de l'horloge de 1664. Ça doit être petit, mais c'est un mimétisme avec la nature. Donc, voilà. Découverte de Blagaz avec ses belles tortues, mais ce village est plus connu pour être la source de la Bouna. Charmant renforcement du village à même la base de la falaise, en sol karstique, d'où surgit cette rivière souterraine. Arrivé à Mostar par le pont Neuf, ce qui nous permet de voir le vieux pont qui date de 1565. D'où plongent des jeunes gens à la demande des touristes qui paient pour cela. En sachant que c'est très dangereux, il y a des rochers sous l'eau et la hauteur du pont est à 29 mètres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Mostar. Je suis votre guide local donc, pour la ville de Mostar. Je m'appelle Selvir. La visite va durer 1h30. Construite à Mostar, les Juifs sont arrivés en 1492 d'Espagne quand ils étaient obligés d'être catholiques ou de quitter le pays. Selvir va nous faire découvrir cette ville où toutes les religions se côtoient. Après le clocher de 107 mètres de haut, visite d'une mosquée témoin. Notre guide nous assure que les Bosniaques musulmans sont peu pratiquants. Peut-être. Passage sur le pont, d'où le nom de la ville. Mostari, en bosniaque, veut dire gardien du pont. Ce dernier a été détruit pendant la guerre de 1991 à 1995 par un obus croate. L'UNESCO l'a fait reconstruire. Cette ville a beaucoup souffert de la guerre. On en voit encore les stigmates. Découverte d'une maison turque, modèle, laissée par Ahmed Bisevic en 1978. Un homme bon et travailleur. C'était pas grave.
Retour en Croatie par la découverte de cultures à perte de vue et petite attention de notre guide. Je crois pas. Non, santé. Moi, la dernière fois que j'ai eu cette odeur-là, c'était du jujubier, moi. Vous savez, ça sent un petit peu à l'amande douce, vous allez me dire. Oui, le jujubier. L'amande ou amande, il y a ces odeurs. Jakieś znasz koje jest? Onda, ouais. Alors, znasz to może jest to, Jijoula. Alors, ça doit être de l'amande, alors. C'est de l'amande. De l'amande. Merci. Oh là là, oui, c'est de l'amande. Ça ressemble. Aujourd'hui, l'île de Korčula, située entre Split et Dubrovnik, c'est sûrement l'une des plus belles îles de la Croatie. Bénéficiant d'un climat doux été comme hiver, cette île est propice à la culture de la vigne, des oliviers, des figuiers, etc. Ses paysages sont divers et variés. Belle randonnée nature avant de découvrir la ville de Korčula. Quand il est totalement déshydraté, etc., vous pouvez le manger. Entre le chocolat et le pain d'épices, il y a une chair à l'intérieur. Maintenant, on donne ça aux chevaux, aux ânes, aux cochons. Ça aromatise la chair. On l'utilise beaucoup maintenant, donc pas les graines. Moi, j'ai pas entendu qu'on faisait de l'huile de graines de caroube. Maintenant, c'est possible, on peut le faire, hein. Mais moi en tout cas pas ici, pas dans la région. Par contre, de cette chair qu'on fait à l'intérieur, on fait de la liqueur, de l'eau de vie, de la confiture, des gâteaux. On peut en faire de tout. C'est un substitut au chocolat. Et on l'utilise beaucoup en pharmacie. Voilà, on utilise la molécule de caroube, en fait c'est un épaississant, notamment en néonatalité. Voilà, chez les bébés. Exactement. La régurgitation, Exactement. on épaissit et aussi lorsqu'ils ont des diarrhées. Exactement. Donc voilà, c'est tout. Tout alors, tu manges tout. Ah non, pas les graines. Ah non, les graines, vous cassez les dents. D'accord. D'accord, mais vous les sentez vous les enlevez. Par contre, la chair, on ne pourra pas, hein, etc. Mais ça fait comme une grosse gousse de vanille simplement. Une nigelle. Une nigelle. Ouais, une nigelle. Nigrel, nigelle. Nigrel, nigelle. Et apparemment, quand c'est mûr, il y a des petites graines à l'intérieur qu'on utilise dans la pâtisserie. C'est dans un restaurant haut de gamme où nous prenons notre repas de midi que nous apercevons la ville de Korčula qui est construite sur une péninsule. Cette ville a été édifiée à un endroit stratégique pour contrôler les navires sur l'Adriatique. Derrière ces remparts, Korčula se dessine en forme d'arête de poisson datant du XIIIe siècle, permettant de lutter contre le vent glacial venant du nord, la Bura. Nous voilà donc devant l'entrée de la vieille ville par un immense escalier qui nous permet de passer sous la tour Reveline qui date du XIVe siècle. Déambulation libre dans la vieille ville avant de retrouver notre guide officiel. Copie conforme de Mado la Niçoise, c'est une découverte truculente que nous allons faire de Korčula avec le clou du spectacle, la cathédrale Saint-Marc. Cathédrale ou Riznicu Icona, c'est ça? Tout est enregistré. Sur l'île, vous avez la ville de Korčula qui compte à peu près vers 3000 habitants.
personnage central, c'est Saint Marc. Sur la droite, vous avez Saint Jérôme, c'est le patron de la Dalmatie. Encore une journée à jouer avec la mer et la terre. Arrêt à Stone pour une visite libre de ce charmant village avec sa muraille de Chine locale, long de 5 km qui servait à fermer l'isthme. La petite ville était un fort médiéval de la République de Raguse. Elle vivait de la culture du sel. Actuellement, ces salines se visitent à temps perdu. Les carpes, ça? Ah bon? C'est des oiseaux de grands conférents. Après Stone, le petit Stone, avec arrêt dégustation d'huîtres et de moules, avec un petit vin blanc sec pour faire passer le tout. Il n'est que 10 h du matin. L'embarcadère où nous allons prendre le ferry avec bus et panier repas pour rejoindre l'île de Mielt, Miel en croate. 100 km² de superficie, végétation luxuriante. Arrivé à l'autre côté, là sont les lacs. Donc il y a le petit lac et ce qu'on appelle grand lac. Et ça c'est leur sortie circulation pour l'eau vers la mer, environ tous les 6 heures en fonction des marées. C'est une belle rando qui démarre de Polace pour ensuite prendre des petits bateaux qui vont nous amener au bout d'un des nombreux lacs salés de cette île. C'est sur l'île de Sainte-Marie, qui se situe au milieu du lac Veliko Jezero, le plus grand des deux lacs, que nous découvrons un monastère du XIIe siècle qui a abrité des bénédictins. Aujourd'hui, les îles Elafite, composées de plusieurs îles, mais ne pouvant toutes les visiter, nous allons nous rendre sur celle de l'Opude. C'est un bateau pour touristes, mais aussi de ravitaillement, qui nous y conduit. Une fois à terre, nous faisons le tour de tous les monuments, et nos pas nous amènent dans un beau jardin que nous parcourons avec la pluie comme accompagnatrice.
Pour notre retour, nous empruntons un autre bateau qui, avant d'embarquer ses passagers, va débarquer les provisions et autres ustensiles nécessaires pour la population de l'île. C'est un balai plein de pétarades, mais mené tambour battant, qui vide les entrailles du bateau. Nous pouvons réembarquer. Sepulcar l'alma ligada paga por l'oblida. Il retenait nos gens et de temps en temps elle retenait le romance et la cadence Après un bon repas dans une charmante salle, direction Dubrovnik, que nous allons découvrir sous une pluie battante. Il serait ici fastidieux de narrer l'histoire de Dubrovnik. Sachez que cette ville fortifiée est l'une des plus belles au monde. L'on y voit des remparts imposants, des portes d'entrée majestueuses, des ruelles pavées qui grimpent sur les hauteurs ou qui se croisent dans un labyrinthe urbain de vieilles pierres. Les églises, les cloîtres, le port et cette vue magnifique sur l'Adriatique. Avec du soleil, ça aurait été parfait. On fera sans. Il m'a mis le cadenas, je ne peux pas sortir. Pour moi, c'était pas terrible.
retour direction le Monténégro et plus précisément au fond de la baie de Kotor. Nous prenons le bateau pour nous rendre sur l'île de Notre-Dame du Rocher, îlot artificiel de 3000 m² remontant au 22 juillet 1452, jour de découverte d'une icône de la Vierge sur ce récif. Vous aurez un beau souvenir de votre guide qui perd ses paroles dès qu'il est voilà, pour les médias. Je suis pas pour le Facebook non plus. La ville de Kotor est entourée d'une muraille de défense impressionnante de 4,5 km de long sur 5 mètres de haut. Ville qui respire l'influence vénitienne. Ce soir, soirée exceptionnelle avec l'anniversaire d'Odile. Merci beaucoup, c'est très bien, ça me fait plaisir. Mais bon, c'est toujours un peu... Tout doucement je la regarde et je lui dis embrasse-moi. Tout doucement je la regarde et je lui dis embrasse-moi. Comment veux-tu que je t'embrasse? Tout le monde dit mal de toi. L'objet qui la château est comme sur une belle ferme. Ainsi à Paris quand on s'aime, on peut se le dire en public même. Jeune homme dans une folie subite l'a pris et lui sortit ça. Car c'est lui qui s'appelle Jules Chapuis des cartes postales. C'est nos campagnes, au drame citoyen.
Après ce repas festif, visite de Dubrovnik, mais cette fois-ci de nuit et sans la flotte. Dernière vue sur Dubrovnik, cette fois-ci sous le soleil, et ça change tout. Chaque cheminée est différente. Dernière randonnée en direction de Silipi sur un chemin caillouteux et sous la chaleur. Les rivières c'est derrière et tout, plein d'années. Voilà. Après avoir réglé les petits soucis de casquette blanche, nous arrivons à Silipi, mais le marché tire à sa fin et le village revient à son calme habituel. Après-midi consacré à la visite d'un moulin avec un accueil des plus conviviales. Ça fait 20 ans que ce moulin a été rénové, il fonctionne maintenant de la même façon comme il fonctionnait à l'époque. Phase de la production des textiles à laine, de ce qu'on utilisait jusqu'aux années encore 60 pour avoir chaud, pour faire les duvets, pour faire les manteaux, mais aussi pour faire les capes de pluie. Mais elle était très pratique en hiver, les jours de pluie. La laine, c'est un matériel naturel qui tient l'eau écartée de la peau. Voilà. Souple, c'est peut-être joli à voir, mais il s'en va facilement. Donc très vite, vous avez les trous. Et quand il passe un certain temps, je ne sais pas, 4 heures, peut-être dans les foulons comme ça, sous les marteaux, dans l'eau, un matériel comme ça devient un matériel comme ça. Et là, c'est très 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 solide. Voilà, vous pouvez comparer. C'est tout ça, la laine. Donc c'est fait dans les ateliers, à la main, par les locaux.
Ah, ils se ressemblent toujours. Ils aiment. Le dernier à bord du Project. Allez, Project alors. Dernière soirée, un peu triste pour nous, mais vu le sourire sur les visages de Maya et Stipe, nos guides sur ce séjour, nous laisse à penser qu'ils savourent la réussite de ce dernier. Merci à eux.